après avoir vu donc des notions de base des réactions chimiques, je vous ai dit, il existe toute une panoplie de réactions. Il y a, on va dire, des milliards et des milliards de réactions chimiques hein, qui se passent dans tout l'univers, voilà, sur Terre et dans les corps des animaux, voire des êtres humains, voire des plantes, etc. Il y a toute une panoplie de réactions, des réactions qui se font tous les jours, au quotidien. Ce sont des événements qui se passent. Les réactions sont des événements temporalisés. Donc on a les réactions chimiques qui sont observables via, bien sûr, les, pour l'être humain, il est observable via les, les cinq sens, puisque qu'est-ce qui met en contact le monde extérieur de l'être humain, c'est les cinq sens, qui sont le goûter, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Donc, grâce à tous ces éléments, bah, bien sûr, ils permettent de tirer des conclusions à tout ça. Il voit, il observe, ouais, bien sûr, il, il écrit voilà, ses observations, et puis après, il en tire des conclusions. Il fait une démarche, je vais dire, analytique. Voilà, il est basé, l'être humain est basé sur, il va faire une démarche analytique pour bien comprendre les choses. Alors, donc, je disais, qui dit réaction chimique, bon, se fait ne se fait pas au hasard. Ça, c'est pas du hasard ici. On n'est pas dans le hasard. Tout se fait de manière calculée, élaborée de manière scientifique. Quand on dit scientifique, le terme scientifique signifie qui répond à des lois de type science, sciences chimiques, sciences physiques et sciences thermodynamiques. Voilà. Et sciences mécaniques. Alors bon, on peut réunir à tout ça de la mécanique qui tourne derrière, de l'électricité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes d'énergie. Hein. Il y a des formes d'énergie électrique, formes d'énergie lumineuse, nucléaire, formes d'énergie calorifique, thermique, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de types d'énergie. Donc, il y a toute une science qui est derrière en manipulation voilà, de toutes ces énergies pour pouvoir faire des transformations et donc des changements, des changements, euh, des bouleversements, des changements d'état, des changements. Quand je dis état, c'est pas des états solides gaz ou solide gaz, liquide, plasma, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je vais pas dire ça. Quand je dis changement d'état, c'est des bouleversements temporels qui se passent. C'est des événements qui se passent, c'est ça que je veux dire. Au niveau du temps, on a des événements qui font qu'on a des variables, et les variables sont mouvantes, elles changent. C'est ça que je veux dire par là. Quand je dis changement d'état, c'est des situations qui se, qui changent, qui se bouleversent, qui se modifient. Et donc, qui dit réaction chimique, dit tout va se faire de manière calculée. Et donc, c'est pour ça qu'on a entreaperçu, notamment par des grands savants, que je vais citer dans un petit instant. Il y a trois grands savants qui ont entrevu la chose et qui ont écrit leur mémoire sur justement ces étapes faites des réactions, qui sont Lavoisier. Alors, quand je dis Lavoisier, c'est Antoine. Je crois que c'est Antoine Lavoisier. C'est Antoine Lavoisier, parce que Lavoisier, il y en a eu toute une panoplie, notamment dans la famille. Il y a eu beaucoup de chimistes chez les Lavoisier. On a eu euh, Joseph Proust. Et on a eu, bien sûr, John Dalton. John qui est Jean. Hein. En français, c'est Jean. John Dalton, c'est Jean. Voilà. Donc on a eu Joseph Proust. Voilà. Et c'est ces trois personnalités-là qui se sont complétées dans chacun dans leur mémoire, dans leur travail. Voilà, de... Alors, je crois que un des Lavoisier était comptable, je ne me rappelle plus. Bon, il faut aller voir l'histoire sur Internet. Voilà, il a commencé par la comptabilité, je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il était au niveau des bilans, il avait voilà, cette notion voilà, de bilan. Voilà, dans un bilan, hein, on regarde voilà, les entrées sorties, et on fait voilà, un bilan de ce qui est sorti par rapport aux entrées pour voir euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a interréagi entre l'entrée et la sortie. Donc en fait, on a toujours
voilà, cette idée d'entrée-sortie. Et fatalement, on a une réaction chimique. Donc, dans une réaction chimique, on a les réactifs, voilà, qui sont les entrées, et les, comment on appelle ça, les produits qui sont les sorties. Donc, on a un système, voilà, on peut entrevoir le système comme un système d'entrée-sortie. Entrée-sortie. Entrée-sortie. Alors, on peut avoir plusieurs réactions, hein. On peut avoir une entrée, une sortie. Cette sortie devient une entrée d'une nouvelle réaction qui devient. On a une sortie de la deuxième réaction, puis on a une entrée dans une troisième réaction, on a une sortie de la troisième. Donc, on peut avoir un processus en chaîne, euh, voilà, de réactions qui se font pour arriver d'un réactif donné à un produit donné. C'est pas forcément une seule réaction qui va se dérouler. Je l'ai expliqué voilà, dans les réactions chimiques. Dans les notions de base de réaction chimique, on n'a pas forcément une seule réaction qui peut se passer. On peut avoir plusieurs réactions en lieu et place euh, qui peuvent se produire. Voilà. Donc c'est un événement qui va se passer. La réaction, c'est un événement qui va se passer. Mais tout va se faire dans les calculs, dans les règles de l'art, dans les calculs de pondération. Pourquoi? Parce que derrière ce cache, je vous le dis tout de suite, hein, c'est des lois conservatives qui se cachent derrière ça. Alors, ici, bien sûr, l'époque de ces personnages-là n'avait pas des connaissances de ce qu'étaient voilà, les molécules et les atomes. Hein. Ils ne connaissaient pas le neutron et les électrons, tralali, tralala. C'est venu bien après. Puisque, en fait, Antoine Lavoisier, c'est déjà 1743, 1794. C'est pour Antoine Lavoisier. Joseph Proust, c'était 1754, 1826. Pour vous dire, bon, les années qu'ils ont vécues, ils ne connaissaient pas ni l'électron, ni le neutron, ni le noyau, ni rien de tout ça. Voilà. Et alors, John Dalton, c'est 1666, 1844. Alors, c'est pour vous dire que c'est des lois de conservation de la matière. De la matière, j'ai bien dit de la matière. Parce qu'après, il y aurait une portée énergétique, d'où la thermodynamique. Mais ça, c'est par après. Dans un premier temps, on a une portée, je veux dire, une portée des observations qui sont de l'ordre de la matière. Voilà, de masse. C'est surtout, on travaille en masse. Alors, si vous pouvez constater les laboratoires, je veux dire, de chimie d'antan, dès l'époque où ils ne connaissaient ni le noyau, ni les électrons, ni les protons, ni les neutrons, ni rien de tout ça, ils ne connaissaient pas l'intérieur, je veux dire, de la constitution de l'atome, et même pas voilà, la constitution des molécules et donc des atomes. Ils fonctionnaient comment? Ils fonctionnaient avec des masses. Alors, bien sûr, ils connaissaient les masses volumiques, hein. Donc, ils travaillaient beaucoup en termes de masse volumique et de masse. Et c'est à partir de là bon, qu'ils ont pu, je veux dire, faire de la chimie rien qu'avec des masses. Rien qu'en connaissant, je veux dire, des proportions, des masses volumiques. À partir de là, je peux vous dire que c'est déjà une ouverture immense sur la chimie. Immense, parce que les réactions chimiques peuvent être établies voilà, sur base de pondération, de lois, je veux dire, de lois de ces trois personnages-là, justement. De ces trois personnages-là, on pouvait déjà faire des réactions d'équation bilan. Alors, quand on dit équation bilan, vous réentendez le mot bilan. Ben, de ce fameux Antoine Lavoisier qui était, je veux dire, je crois, comptable. Il a travaillé en tant que comptable, je crois. Et donc, il avait ces notions voilà, de bilan. Et donc, donc, vous voyez que quand on dit équation, on sous-entend équation bilan. Le bilan, voilà, de quantité de matière. Alors, par après, il y a eu un bilan énergétique. Voilà, là, il a fallu faire intervenir ces notions d'énergie, mais c'est par après, parce que la première voilà, portée est de portée voilà, de matière, et donc de conservation de matière. Et puis par après, bien sûr, vous aurez compris qu'il y aura la conservation de l'énergie. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Matière et énergie, voilà, c'est deux concepts qui sont liés, intrinsèquement liés l'un avec l'autre. Bon, je vais regarder ces trois lois-là. Alors, je vais voir la première, qui est... Bon, après, je ferai une portée de toutes des observations. Hein. Je ferai tirer une petite conclusion par après de ce qu'on peut avoir comme visibilité par rapport à la matière, à tout ça, Donc, le premier, comme je dis, c'est Antoine Lavoisier, qui était le premier à montrer
Bien sûr avec rigueur, hein, parce que c'était un comptable, donc il travaillait, heu, c'était un monsieur rigoureux, hein, parce que pour faire la comptabilité, il faut être rigoureux. Ce qu'on demande dans les comptes, c'est que tout soit correct. Ne pas se tromper d'un fifrelin. Voilà, on va dire ça comme ça. De toute façon, dans tous les métiers, on demande de ne pas se tromper. Quelqu'un qui fait un process industriel, voilà, s'il a manipule des boutons, on ne demande pas de se tromper parce que s'il se trompe, ça peut avoir des conséquences très graves. Par exemple, un avion, s'il il appuie sur les mauvais boutons, l'avion, bon, voilà, il peut créer des gros problèmes au niveau de l'avion. Ouais, et au niveau d'un réacteur chimique, c'est la même chose. S'il y a une mauvaise régulation, que la personne ne sait pas rattraper cette régulation, ben, ça peut être un accident très grave. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi quelqu'un qui fait du process industriel chimique, ben, s'il produit un mauvais produit, ben, ça va coûter à l'entreprise. Donc, quand on travaille, il faut de la rigueur. C'est-à-dire savoir ce qu'on va faire et essayer d'éviter de se tromper. Éviter. Il y a des métiers où on ne peut pas se tromper, hein. Parce que il y a des métiers où on se trompe, c'est l'accident grave. Voilà, ça a une portée, je veux dire, catastrophique. Quand chauffeur de train, chauffeur de poids lourd, chauffeur d'avion, tout ce qui est chauffeur qui demande une attention, demande de la rigueur, euh, voilà, au niveau de l'attention. Donc on a, Antoine Lavoisier, donc 1743-1794, et ça a été le premier à montrer avec rigueur qu'au cours d'une réaction chimique, heu, la matière se conserve, donc la conservation de la matière. En tant que comptable, bon, il a fait quelque chose de judicieux, c'est de voir que la matière est conservative. Ça veut dire que, bon, en matière, je parle en matière parce que ça se dit aussi au niveau de l'énergie, en matière, rien ne se perd, heu rien ne se gagne, tout se transforme. On a une matière 1, on va vers une matière 2. Voilà, on a une conservation de la matière. Donc il y a, il y a, il y a pas une nouvelle. C'est une transformation qui s'est faite. On a une nouvelle matière qui était transformée à partir de la première. Mais quelque part, on n'a pas une nouvelle matière qui apparaît, je veux dire, comme par enchantement. C'est pas de la magie, c'est une transformation de matière qui se passe. Voilà. Par exemple, ici, si je prends de l'hydrogène plus de l'oxygène, euh, ça va former de l'H2O. Mais on ne retrouve pas autre chose que de l'oxygène de départ, hein, l'oxygène de départ. On ne trouve pas autre chose que l'hydrogène de départ. Mais transformé. À la place d'avoir du H et O2, on a une molécule qui est du H2O. Voilà. On n'a pas quelque chose en plus qui va intervenir. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il n'y a pas de l'oxygène qui a disparu aussi. Par exemple, ceci, on n'aura pas. Voilà. Donc vous voyez que là, il a déjà entrevu ça, c'est que on a la matière qui est conservative. La matière se conserve. Et voilà. Et c'est ça, c'est la loi de Lavoisier. Bon, il l'a énoncé dans ses mémoires d'une façon telle que, bon, scientifique, hein. Il l'a énoncé de manière scientifique. En disant, euh, euh, dans une réaction bilan, dans une réaction chimique, hein, réaction bilan, réaction chimique, les produits, on va dire la masse totale, on va parler en termes de masse, des produits formés, est égal à la masse des réactifs consommés. Ah, et ça, c'est la loi de Lavoisier. C'est-à-dire, vous avez une réaction. Enfin, on a une réaction donc du A, réactif A plus B,
voilà, donne, bon, soit on a une réaction totale ou non totale, peu importe. Si elle est totale, on va dans ce sens, on va dans ce sens-là, hein. Un des réactifs est consommé totalement. Alors ici, je vais faire une réaction qui n'est pas forcément totale. Va donner du C plus D. C plus D. Alors, comme elle est non totale, par exemple, on va retrouver du A, du B, du C et du D en finalité de la réaction. Parce qu'elle est non totale ici, hein. Voilà. S'il était total, on va retrouver soit du A, le B étant consommé totalement, on va retrouver du A et du CD, ou du B et du CD, et où on va retrouver tout simplement A et B étant consommés totalement, on va retrouver du CD. Voilà. Bon, alors là, il faut prendre sa balance. Bon, ils utilisaient beaucoup la balance, hein, comme de masse. A plus B donne C plus D. On fait la somme ici, les masses ici qui interviennent vont donner les masses ici. Il n'y a rien qui est perdu, rien qui est gagné. Donc les réactifs, bien sûr, c'est ici. Enfin, ici, je m'excuse. Et les produits, c'est de l'autre côté. Les produits, c'est ce qui est formé. C'est les composés formés. Les produits, ce sont les composés formés. Les réactifs, c'est les composés qui vont réagir. Et donc, là, en prenant une simple balance, d'ailleurs, vous pouvez faire ça au laboratoire, vous calculez les masses de départ, et vous regardez à la fin qu'est-ce que vous avez. Ben, on n'a pas de perte de masse, hein. Voilà, on n'a pas une perte de masse. Tout est conservé. Tout est conservé. Tout est conservé. Voilà, ça c'est principalement. Et là, on peut voir que le bilan, vous voyez la sortie, c'est les produits, l'entrée, c'est les réactifs. On voit bien qu'il y a une conservation de la masse, le fameux bilan. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une équation bilan, ceci. C'est une équation bilan. Donc, il travaille beaucoup avec voilà, des balances, des balances de poids pour faire leur réaction chimique. Bon, ça, c'est la loi de Lavoisier. Maintenant, si je vais chercher la loi de Joseph Proust, euh, il va, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Et là, on va voir que on va commencer à voir cette notion de comment on appelle ça, de conservation de matière qui va aboutir à des, euh, des proportions. On va voir des proportions. Alors que bon, au départ, on a de la conservation de la matière, on le sait, d'après Antoine Lavoisier. Eh bien, Joseph Proust, pour les réactions, va ajouter une pièce maîtresse aux réactions de stoichiométrie. Donc, Antoine Lavoisier et Joseph Proust suffit pour faire voilà, des calculs de stoichiométrie. Donc, toute la mathématique, voilà, des réactions chimiques, voilà, des équations bilan, hum, va jaillir à partir, voilà, de ces deux personnages-là. Maintenant, John Dalton, c'est un complément. C'est un complément à Joseph Proust. Et bien sûr, à Antoine Lavoisier. Donc, ces deux personnages-là euh, sont des personnages euh, très importants pour euh, l'arrivée du calcul des réactions chimiques, c'est-à-dire la stoichiométrie des réactions chimiques, c'est-à-dire le calcul des réactions. Alors, l'un bon, utilise des balances de masse pour voir les conservations et l'autre utilise le calcul de pondération. Donc, puisqu'on sait que tout est proportionnel, ben, il y a des pondérations qui s'y cachent derrière. Alors, je vais énoncer, bien sûr, cette fameuse loi de Joseph Proust. Petit instant. Donc,
Qu'est-ce qu'il a observé, Proust? Donc je vous rappelle que la chimie est une science expérimentale et donc c'est surtout de l'observation. Donc autant Lavoisier a observé, autant Joseph Proust a observé. Alors qu'est-ce qu'il a observé, lui? Que le rapport entre les masses. Donc vous voyez que c'est toujours par rapport aux masses, hein, entre les masses de chaque réactif, bien sûr, qui ont été consommés, hein. Et vous le savez très bien, d'après euh, Lavoisier, on a une conservation de la matière, on a une conservation des masses. Donc ici, le rapport est constant. Et ça, c'est la base de la stoichiométrie des réactions chimiques. Voilà. Le rapport entre les masses de chaque réactif qui a été consommé est constant. C'est la fameuse loi de Proust. Et c'est à partir de là que bon, vous pouvez faire vos calculs de stoichiométrie de réaction avec les proportions. Donc le rapport entre les masses de chaque réactif qui a été consommé. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc le rapport entre les masses de chaque réactif qui a été consommé est constant. Alors je prends un exemple. Bien sûr avec mon tableau de Mendeleev. Bon, de toute façon, je connais les masses des éléments que je vais utiliser. Donc c'est pas un problème, j'ai pas besoin de tableau de Mendeleev. Mais enfin bref, on va regarder quand même. Alors, je vais prendre du magnésium. Le magnésium, je vais le faire réagir avec dioxygène qui est O2. Bon, il va former du MgO. 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 Bon, elle n'est pas équilibrée, hein. Bien sûr, ici, je peux l'équilibrer, mais enfin bref. Ça, c'est l'équation bilan. Les réactifs, c'est du magnésium et de l'oxygène. Le produit, c'est une molécule de oxyde de magnésium. Donc, elle n'est pas équilibrée, je vous l'ai dit. Mais, ce qu'on remarque, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on a un rapport. Où est ce rapport? Petit instant, je vais juste réduire. Le magnésium, il a une masse de... Pour une mole, hein. On sait mesurer ça. Alors, une mole de magnésium, je regardais dans mon tableau, normalement c'est 24. 24,31. Je vais mettre 24. C'est 24 grammes pour une mole. Voilà. L'oxygène, O2. Alors, l'oxygène tout court, c'est 16 grammes par mole. Ici, c'est de l'O2, c'est 2 fois 16, c'est 32 grammes par mole. Et si on fait le rapport, la masse de magnésium consommée, masse de Mg consommée, sur la masse d'O2 consommée. Bon, là, ça fait 24 sur 32. Et ce rapport, il sera toujours le même.
Alors 24 sur 32, je vais prendre ma machine pour calculer ce rapport qui fait voilà 0,75. Oui, attendez, attention que c'est pas bon. C'est pas bon, je m'excuse. Je dois la pondérer obligatoirement. Je vais la pondérer. Donc ici, on a 2 magnésium, 1 O2, on a du 2 MgO. Voilà, là, les pondérés, on a 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 magnésium, 2 magnésium. Donc il faut la pondérer, hein. Il faut la pondérer. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, c'est 2 fois 24. Magnésium, il y en a 2. Voilà, 2 magnésium. Je vais recorriger peut-être un instant, parce qu'ici, c'est un peu trop grand. Voilà. Alors, donc, la masse consommée de magnésium, c'est 2 fois 24. Donc, il faut pondérer la réaction. Puisqu'il y a 2 magnésium. Ce qui fait 48 sur 32. Donc, le rapport, il est toujours constant. 48. Voilà, ça fait 1,5. Alors maintenant, c'est ce qui veut dire que l'équation ici, je peux écrire 4 Mg plus 2O2. On aura, ben, tout est dédoublé. C'est l'équation ici, si vous voulez. C'est l'équation là que j'ai multipliée par 2. Alors je peux multiplier par n'importe quel facteur, un facteur K, 2, 3, 4, 5, ou voilà, même diviser, hein, je peux le diviser. Et donc, on aura toujours 1,5. Alors ici, on a bien 4 oxygènes, et 4 magnésium. Donc, peu importe ce que vous allez faire, ça veut dire que l'équation, il n'y a qu'une seule forme d'équilibre de l'équation. C'est ça que ça veut dire, hein. Il n'y a qu'une seule forme d'équilibre de l'équation. Voilà. Et si maintenant c'est multiplié par un facteur ici, ben, tout est démultiplié par ce facteur-là. Donc il n'y a qu'une seule forme d'équation. Donc la matière est conservée. La matière ici, ça c'est Lavoisier. Mais la réaction se fait dans les termes, voilà, de rapports constants. Donc le rapport entre les masses de chaque réactif qui ont été consommés dans la réaction est constant. Donc le réactif, c'est magnésium et O2. Le rapport des masses consommées des réactifs consommés, voilà, qui est Mg et O2, voilà, se fait dans un rapport constant, qui est 1,5. Et donc ça signifie qu'on a affaire à, voilà, euh, euh, une équation bilan qui est stoichiométrique. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, maintenant, il y en a un qui va. Il y a un monsieur très important qui est John Dalton qui va rajouter une touche. Ah, alors oui, ceci là, ça c'est la loi des proportions définies. C'est la loi des proportions définies. C'est des proportions qui sont là, proportions qui sont définies. Alors, maintenant, Proust, lui, il va compléter un petit peu tout ça. Ce que Antoine de Lavoisier a dit, bon, ça reste d'actualité, donc il va compléter ce que Antoine de Lavoisier a dit, et il va compléter ce que, voilà, euh, euh, Joseph Proust a dit. Simplement, la loi des proportions définies devient la loi des proportions multiples pour euh, Dalton.
Alors, pour John Dalton, la masse d'un des constituants s'unissant à, on va dire, une même masse de l'autre, ils ne le font pas n'importe comment, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait de manière mathématique. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le rapport de nombres entiers. Alors ça, vous allez voir, pour bien comprendre ça, j'ai un exemple. J'ai un bon exemple. C'est parce que quand on n'a pas d'exemple de masse, on ne sait pas expliquer ça, mais j'ai un bon exemple. Je vais aller voir l'exemple. Nombre entier simple. Alors, quand on n'a pas d'exemple de ça, bon, les gens ne comprennent pas. Mais je vais voir l'exemple. Alors, avant de voir l'exemple, je vais bien sûr revoir la loi d'Antoine Lavoisier, de ce qu'il dit, et après j'expliquerai un peu celui-ci de John Dalton. Mais je le ferai à la fin. Ça, je vais vous expliquer à la fin. C'est ce qui explique pourquoi on a NO, NO2 et pas N10 au 3 par exemple. Voilà. Avec les masses, on sait le voir. Pourquoi CO existe et CO2 existe, mais pas C2 au 7 par exemple. Voilà. Ça explique ça. Donc, il vient un petit peu, je veux dire, donner un complément tout avec ces lois de proportion multiples, aux lois de Lavoisier et aux lois de Joseph Proust, qui, lui, voit les lois de proportion définies. Lui, John Dalton complète ça en faisant ces lois de proportion. D'ailleurs, je l'écris ici. C'est plus la loi des proportions définies, mais la loi de proportion multiples. Et donc, ces jeux proportionnels font en sorte que certaines molécules existent et pas d'autres. C'est un complément. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, je ferai une portée, voilà, une portée de ces trois observations qui sont des lois de matière. Bon, alors allons voir ceci. Alors, tout d'abord, ici, c'est Lavoisier. La conservation de la masse ou de Lavoisier est une loi fondamentale de la chimie et de la physique aussi, hein, bien sûr. Elle indique non seulement qu'au cours de toute expérience, y compris si elle implique une transformation chimique, la masse conserve, mais aussi que le nombre d'éléments de chaque espèce chimique se conserve. Cette loi ne s'applique pas à l'échelle nucléaire, parce que là, il y a un défaut de masse au niveau du nucléaire, hein. Il y a quelque chose bon, qui... Voilà. Il faut voir le nucléaire pour bien comprendre ça. Il y a un défaut de masse. Voilà. Ça, c'est en nucléaire. Ici, on n'est pas en nucléaire. Ici, voilà, c'est des réactions qui ne sont pas de type nucléaire. Comme toute loi de conservation, elle s'exprime par une équation voilà, de conservation. C'est l'équation bilan. Validité de cette loi. Oui, un petit instant. Oui. Validité de cette loi de conservation. Depuis la formulation de la relativité restreinte au début du XXe siècle, je vous rappelle que, bon, Antoine Lavoisier n'a pas fait partie de ce XXe siècle, puisqu'il est né en 1743, il est décédé en 1794. Voilà, Antoine Lavoisier. Donc c'est pour vous dire que il n'a pas fait partie de ce XXe siècle, il n'a pas connu tout ça. Lui, ce qu'il a vu, c'est les réactions qu'il avait en son temps, elles étaient conservatives au niveau de la matière. Voilà. Alors, depuis la formulation de la relativité restreinte, au début du XXe siècle, la conservation de la masse est vue comme une règle confondue à celle de la conservation de l'énergie. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la conservation de la matière, conservation de l'énergie. Dans les conditions terrestres, et pour les réactions n'impliquant pas de transformation nucléaire, elle reste vraie, en très bonne approximation. Pour les réactions impliquant une transformation nucléaire, la variation de masse correspond à une variation opposée d'une autre forme d'énergie. On parle ici de masse ou repos de la matière. La relativité permet également d'interpréter l'énergie cinétique
en variation de la masse relativiste. Mais cela n'est significatif que pour des vitesses non négligeables devant celles de la lumière. Donc c'est vrai quand on s'approche, voilà, de la lumière. Quand je dis ça, c'est pour les, voilà, celles avec perte de masse. Mais ici, bon, on est loin des réactions, voilà, on est loin de la vitesse de la lumière. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle respecte d'autres règles de conservation du nombre baryonique, conservation de la charge de couleur, etc. En plus de la conservation de l'énergie, et là encore, la loi de Lavoisier apparaît comme un cas particulier de respect de ces états. Alors, la loi ou principe de Lavoisier, qu'est-ce qu'il dit? En 1777, donc vous voyez, je vous ai dit qu'il est né en 1743, il est décédé en 1794, ben voilà, d'ailleurs si je peux ouvrir un... Voilà, Antoine Lavoisier, euh, jusqu'en 1790, est un chimiste, philosophe et économiste français, né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 dans la même ville. Il est souvent présenté comme le père de la chimie moderne qui se développa à partir, voilà, des bases, voilà, on va dire des bases, on va dire, je peux rentrer là-dessus, mais bon, de toute façon, je mettrai le lien de Antoine Lavoisier. Bon, il a été guillotiné. Malheureusement, c'est malheureux voilà, un scientifique termine sa vie comme ça avec une tête coupée. Euh, c'est très malheureux. Enfin bref. En 1777, donc Antoine Lavoisier énonce devant l'Académie des sciences la loi qui porte aujourd'hui son nom, selon laquelle rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Euh, euh, Car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Voilà. On retrouve ça dans son traité, le traité de Lavoisier, voilà, en 1789. Alors, il faut revoir à quelle époque a été je crois que c'est la Révolution française en 1789. Il a sorti le traité là-bas, élémentaire de chimie, à l'époque voilà, de la Révolution française. Cet énoncé a été repris et adapté par Lavoisier. Ce principe peut être illustré par la réaction chimique suivante. Par exemple, il a pris de l'argent, voilà, c'est un exemple, hein. Ag plus Cl- donne AgCl. Ag plus Cl- donne AgCl. Soit un ion d'Ag plus et un ion Cl-. À la fin de la réaction, les deux ions n'ont pas disparu. Voilà, il n'en est apparu, il n'en est pas apparu de nouveau. Ils se sont simplement associés chimiquement. Si la somme de la masse des réactifs consommés au cours de la réaction est de 10 grammes, alors la somme de la masse des produits formés à la fin de la réaction est également de 10 grammes. Voilà. Énergie de réaction. On sait aujourd'hui que ce qu'on appelle l'énergie de réaction dans une réaction chimique est due à la nature quantique de la structure électronique de la matière. Cette nature quantique limite, et ça, ce qui est dit là, ça va me ramener à la portée des observations de, comment on appelle ça, de Lavoisier, Proust et de Dalton. Ça, je mettrai une petite portée observative à la fin, une petite conclusion, enfin, où ça peut amener toutes voilà, ces portées des lois chimiques. On sait aujourd'hui que ce qu'on appelle l'énergie de réaction dans une réaction chimique est due à la nature quantique de la structure électronique de la matière. Cette nature quantique limite les configurations électroniques possibles et définit l'énergie qui leur correspond. Une réaction chimique correspond à une transition d'une configuration à une autre, passage d'un niveau d'énergie à un autre. Donc voilà, c'est des états de stabilité voilà, qui s'y retrouvent. Voilà, l'atome essaie de retrouver sa plus grande, sa meilleure stabilité. Donc il va réagir dans l'autre sens à aller vers un sens de meilleure stabilité. Si le niveau d'énergie d'arrivée est plus élevé que celui de départ, il faut fournir de l'énergie. La réaction est dite endo-énergétique ou endothermique, énergie étant fournie par le milieu, la température de celui-ci diminue. Si le niveau d'énergie d'arrivée est plus bas que celui de départ, il y a un dégagement d'énergie. La réaction est dite énergétique ou exothermique. L'énergie libérée est capturée par le milieu dont la température augmente. Dans le cas d'une réaction nucléaire, fission nucléaire ou fusion nucléaire, parce qu'il y a deux types de réactions nucléaires possibles, voilà, c'est la fission ou la fusion, la masse des noyaux des constituants de départ et d'arrivée
est différente. Cette différence se traduit sous forme d'énergie par la célèbre relation de la radioactivité d'Einstein, E égale mc carré, où E est l'énergie libérée lors de la réaction, et m l'écart de masse entre l'état initial et l'état final, et où c est la célérité, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, d'environ 300 000 km à la seconde. L'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire est bien plus importante que celle appliquée lors d'une réaction chimique. Par exemple, la fusion d'un proton et d'un neutron pour former un noyau de deutérium libère 3,36 fois 10 exponent -13 joules, alors que la combustion de l'hydrogène et l'oxygène ne libèrent que 4,75 fois 10 exponent -19 joules par molécule d'eau, soit environ 700 fois moins d'énergie que voilà, la réaction euh, de la fusion d'un proton et d'un neutron. Donc il y en a un qui est plus énergétique que l'autre. Voilà, donc ça c'est une loi conservative de conservation de matière, hein, on va dire ça comme ça, qui est valable jusqu'à un certain point, notamment comme il voulait expliquer ici, la validité de cette loi de conservation, jusqu'à quel point elle est valable. Alors, la loi des proportions définies, ça c'est la loi de Proust. Là. La loi des proportions définies de Proust est une loi pondérale énoncée par Joseph Louis Proust. Il s'appelle comme ça, hein, c'est pas Joseph Proust, c'est Joseph Louis Proust, selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs corps simples s'unissent pour former un composé défini, leur combinaison s'effectue toujours selon un même rapport pondéral. Cette loi constitue avec la loi de proportion multiple. Attention, la loi de proportion multiple, c'est de John Dalton. Parce qu'ici, c'est la loi de proportion définie. Voilà, on va dire ça comme ça. La base et ça constitue la base de la stoichiométrie en chimie. Donc, vous voyez qu'il faut ces trois personnes-là pour commencer à faire les bases de la stoichiométrie des réactions chimiques. On peut par exemple mesurer que, quelle que soit la masse d'eau considérée, le rapport entre la masse d'hydrogène et la masse d'oxygène entrant dans la composition est toujours de 1 pour 8, effectivement. Parce qu'on a, si je fais la réaction, donc c'est la loi de Proust ici, hein, que je vais montrer. Voilà. H plus O2 donne H2O. Attention qu'il faut équilibrer un H pour un O2 donne un H2O. Donc ici, la loi, le rapport des réactifs consommés, qui est l'hydrogène et l'oxygène, je fais le rapport, la masse d'O2 sur la masse d'hydrogène. Attention qu'ici, ce qui fait 16 fois 2, 32, l'hydrogène, ça doit faire 4. Attends, j'ai mal équilibré à mon avis. L'hydrogène. Donc H plus O2. Ouais, parce que elle n'est pas équilibrée, je m'excuse. Il faut l'équilibrer. On a 2 H2O, donc il faut 4 hydrogènes ici. Hein. Parce que ici, j'ai 4 hydrogènes, et là j'ai bien 2 oxygènes. Donc là, il est équilibré. Je l'avais mal équilibré, je m'excuse. Bon, maintenant, je peux mettre sous forme d'O2, d'H2. Hydrogène. Si le sous forme d'H2, H2 plus O2, c'est 2 H2. On va dire ça comme ça. Donc ce qui fait 4 hydrogènes, ça fait 4 grammes par mol. Ce qui fait 32 grammes par mol sur 4 grammes par mol, ça fait bien 8. Le rapport est bien de 8. Hein. Donc on aura toujours, enfin c'est plutôt un rapport 1 pour 8. Un hydrogène pour 8 oxygènes. Donc c'est 1 pour 8, c'est plutôt masse de H sur masse d'H2 sur masse d'O2. On va dire ça comme ça. Donc c'est 1 pour 8. Et c'est toujours 1 pour 8. Hein. C'est toujours 1 pour 8. C'est ce que dit la loi. Hein. Ça sera toujours dans le rapport, dans le même rapport. 1 pour 8. Voilà, c'est ce qu'il dit ça. Donc on peut par exemple mesurer
quelle que soit la masse d'eau, considérez le rapport entre la masse d'hydrogène et la masse d'oxygène entrant dans sa composition est toujours de 1 pour 8. Cette loi affirmative, cette loi affirme l'invariabilité des proportions massiques. On n'a pas d'autres proportions que 1 pour 8 ici pour le cas de données. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Hein. Massique des éléments combinés au sein d'une espèce chimique donnée. L'énoncé de cette loi qui met sur la voie de la notion de masse atomique, voilà, vous voyez que la portée va ramener vers les masses atomiques. Hein. Voilà, vous voyez que sa portée, et c'est ça que je vais écrire après, on aura des portées énergétiques et des portées voilà, de masse atomique qui vont intervenir. Caractéristiques de chaque élément constitue l'une des étapes de la construction de la théorie atomique. Vous voyez, donc la portée, on va voir la construction de la théorie atomique. C'est ça la portée. Ça va nous porter vers quelque chose qui se cache derrière. Qui se cache derrière. Et c'est les autres savants, bien sûr, qui ont découvert la suite, hein, bien sûr. Vous aurez compris, notamment les savants atomistes de 1800. Alors, je vous rappelle que oui, Joseph Proust, c'est 1754-1826. Donc, il a quand même vécu en 1800. Voilà. Mais toute la portée des savants atomistes, c'est la fin de, euh, la fin des années 1800. Voilà. Donc il est intervenu à un moment où il n'y avait pas course. Voilà, toutes ces théories atomistes. Voilà, puisque c'est la fin des années 1800, alors que lui, il est décédé en 1826. Lavoisier, n'en parlons pas, parce qu'il il est décédé en 1794. Alors, est-ce que Lavoisier et Proust se sont connus? Probablement, parce que l'année de naissance de Lavoisier, c'est 1743-1794. Alors que Proust, il est né en 1754, il est décédé en 1826. Donc, il y a un temps où ils auraient pu s'écrire. Ils auraient pu s'écrire, ils se sont probablement connus. Voilà. Bon, maintenant, ils ont même pu connaître, voilà, si je regarde les dates de naissance, voilà, j'ai commencé avec les dates de naissance, ces messieurs ont sûrement pu se connaître. Maintenant, s'il y en a un qui était proche, puisque les savants atomistes, c'est à la fin des années 1800, donc 1844, John Dalton est arrivé un petit peu, même à sa mort, il a pas connu tout ça. Hein. Les savants atomistes, il l'a pas connu. Voilà, parce que la portée des savants atomistes, c'est beaucoup plus loin. En 1800, c'est vers la fin des années 1800. Donc, on a une portée qui est ouverte vers voilà, c'est savant atomisme, mais je le verrai pas après. Je le verrai pas après. Donc, comme je dis, il y a une portée à tout ça. Hein, c'est la notion de masse atomique, caractérisée de chaque élément, constitue l'une des étapes de la construction de la théorie atomique. Voilà, par après, les gens qui sont venus juste après lui ont commencé à entrevoir qu'il y avait, bien sûr, quelque chose qui se cachait derrière tout ça. C'était l'atome, les molécules, les atomes, et au sein, qu'est-ce qui passait au sein des atomes. Voilà, donc la loi des proportions multiples, qui est de John euh, Dalton, est une loi énoncée par justement John Dalton, c'est ce que je viens de dire. Si deux éléments peuvent se combiner en donnant plusieurs substances différentes, les rapports de masse du premier élément qui se lie à une masse constante de l'autre ont entre eux un rapport de nombre entier. Voilà. Mais ça, je vais expliquer. Hein. Voilà. J'ai dit que j'ai pas encore expliqué parce qu'il me fallait un exemple. Il fallait un exemple. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'exemple. Mais ici, je vais vous montrer un bel exemple pour comprendre Proust. Il est là. Et justement, c'est Proust lui-même. La loi des proportions multiples, énoncée par John Dalton dès 1800. Alors, je rappelle sa loi que j'avais dit. Hein. J'avais énoncé que la masse de l'un des constituants s'unissant à une même autre sont toujours dans le rapport de nombres entiers simples. Alors, comment voir cette chose-là? Ben, regardez bien. Vous avez un bon exemple en bas. Voilà. Donc, avant toute chose, énoncé par John Dalton dès 1803, précise la loi des proportions définie, énoncée par John Louis Proust, mais aussi de Lavoisier. Lavoisier à voir aussi là-dessus. Dans des termes modernes, la loi se décrit comme suit. Étant donné un composé chimique constitué de deux éléments A et B, par exemple l'oxygène et l'azote, R est le rapport euh, euh, masse de A sur masse de B. Voilà, donc des masses de A et B, mesurées pour une certaine quantité de ce composé, si l'on considère deux composés chimiques différents constitués de A et de B dans les rapports respectifs R1 et R2, la loi de proportion multiple s'énonce ainsi le rapport de R1 sur R2 est égal au rapport de deux nombres entiers petits.
deux nombres entiers petits. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La masse de l'un des constituants, masse de A, voilà, s'unissant à une même autre masse de B, sont toujours dans le rapport du nombre entier simple. Donc, on a bien un rapport, hein, ça on le sait bien, d'après la loi des proportions définie de Joseph Proust. Simplement, ici, on va voir il sera entier. Et ce qui va donner les molécules, hein, ce qui va donner les molécules. Certaines molécules existent et d'autres pas. Et regardez bien, John est à, et là j'ai un bon exemple, hein, parce que bon, de tout c'est de trouver un exemple. John Dalton établit cette loi en 1803 et en déduit l'hypothèse atomique. Voilà, ça c'est la portée, hein. Voilà, la portée va arriver sur l'hypothèse atomique. Dans une molécule donnée, chaque type d'atome apporte une ou plusieurs fois sa masse et le rapport R1-R2 pour deux molécules et le rapport entre les nombres d'atomes dans chacune. Et là, on a un bon exemple. Soit par exemple une certaine quantité de deux oxydes, hein, deux oxydes d'azote. Donc on va le faire avec le NO. Le NO. On y mesure les valeurs respectives des rapports d'oxygène sur azote. Alors vous voyez que le premier rapport, R1 sur R2, il y en a, il fait 2,29 sur 2,86. Si vous faites le rapport, ça fait 0,81. 0,81. Ce qui veut dire, qu'il vaut 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, bah, il s'agit tout simplement du NO2. C'est le NO2. Si on fait le rapport, c'est du NO2. Alors pour savoir si on n'a pas du NO2 mais du N2O5 qui existe, voilà, il y a l'hémipatoxyde d'azote N2O5, voilà, L-dioxyde d'azote NO2, voilà, il existe plusieurs molécules d'azote, hein, voilà, il y a même NO3, voilà, NO3, euh, euh, voilà, il y a NO2, NO3, il y en a toute une panoplie, voilà, donc NO2 existe. N2O5 existe. Comment peut-on le voir? Ben avec le rapport. Ce rapport de masse, il fait 2 sur 2,5, ça fait 0,8. Et 0,8, c'est du N2O5. C'est du N2O5. Et c'est comme ça qu'on peut se dire aussi que le CO existe, que le CO2 existe, mais que le C2O7 n'existe pas. Grâce au rapport des masses comme ça. Des constituants, je veux dire, qui s'unissent. On fait le rapport des masses, on sait voir qu'est-ce qu'on a comme constituant. On sait voir qu'est-ce qu'on a comme constituant en rapport de masse, qui se fait dans un rapport constant, hein. Et donc, le rapport constant, c'est exactement, euh, voilà, ce qui se passe au niveau moléculaire, hein. C'est-à-dire, par exemple, euh, le rapport de masse, euh, c'est le rapport, voilà, qui va se passer entre NO2, N2 et O5. Et c'est pour ça qu'on a ce rapport de 0,8. On n'aura pas d'autre rapport, parce que 0,8, c'est vraiment du N2O5, si on fait le rapport entre N2O5. Alors, au niveau des constituants de N2 et de N2O5. Alors, l'azote, c'est 14. Voilà. Donc, ceci étant dit, euh, donc ce qui veut dire que quand on a 0,8, on a du N2O5 si on fait le rapport de masse. Entre l'oxygène et l'azote. Le rapport d'oxygène-azote. Si on a 2,86, on a... alors, regardez bien, je vais le faire tout de suite, hein. Je vais faire avec NO2. Donc, je vais le faire avec NO2. Alors, masse d'oxygène sur azote, hein. L'oxygène sur azote. Max d'O2 sur masse d'azote.
Alors si j'ai mis du NO2, hein, j'ai mis du NO2, donc O2, N, hein. Attention à ça. Parce que si je mets N2, O5, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Le rapport sera plus le même. Donc N2, O5, l'O2 c'est 16 fois 2 sur l'azote, c'est 14,01. 32 sur 14,01. Alors, si vous trouvez exclusivement la valeur, alors, supposons que vous ne sachiez pas que c'est du NO2, mais que vous connaissez, vous mesurez les masses d'O2 et les masses d'azote qui vont rentrer en réaction. Donc, N plus O2 donne du NO2, hein. Hein. Donc là, si vous trouvez 2, le rapport, petit instant, machine 32 divisé par 14,01. Voilà, c'est 2,28. Alors, si on regarde ici, le rapport, il fait 2,86. 2,29. 2,29. 2,29. Oui, il fait 2,29. Maintenant, si je prends du N2O5, N2O5, masse d'O2. Ouais, attention qu'il faut équilibrer, il faut faire attention, hein. Il y a un équilibre à faire. 10, 4. Il y a 5 O2, 2 N2. Euh, 2, 10 oxygène. 10 oxygène et 4 azotes. Donc N2, là on a du N2 qui est 2 fois. Donc on n'a plus du N mais du N2. Je vais encore faire x2. O2 c'est 16 fois 2 fois 5. Donc on va simplifier ici par 2. Et on va faire 16 fois 5, ça fait 80, divisé par 14 fois 2. J'ai 2. Bon, j'ai une petite erreur quelque part, je sais pas ce qu'elle a, mais enfin bref. 2 sur 2,5. 2. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Donc c'est bon, parce que ça, c'est 2,28. Hein. Celui-ci, c'est 2,28. Voilà. Ça, c'est 2,28. Pour avoir 2,5, c'est 5 demi. Voilà. Donc ici, c'est plutôt de l'azote ici. Comme ceci.
non, 2 de N, 2 fois 5, 10, 5 fois 2, 10, 10 oxygène, 4 azote, 5 demi, 2,5, 5, 7, 2 sur 2, 5. Donc c'est bien du N2. Je vais refaire un calcul. Hein. 10 fois 16 sur 4 divisé par 14,01. 2,8. J'ai 2,8 ici. Voyons voir. Non, j'ai pas ça. Bon, ça je ferai une vidéo. Hein. Je vais recalculer ceci dans une vidéo aparté. Parce que bon, c'est vrai qu'ici, je suis en train de prendre du temps. Je ferai une vidéo. Je vais recalculer ce truc-là. Regardez si c'est bon. Alors, je le ferai en exercice. Je le ferai en exercice. Voilà. Alors, ici, je disais que... parce que je risque de prendre beaucoup de temps, je veux dire, pour voir la chose, je ne suis pas très concentré pour faire ce calcul-là, puisque j'ai des choses à voir aussi, puisque je dois encore voir la portée, mais je ferai le calcul dans une vidéo que je mettrai en lien avec celui-ci. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, donc on a la loi de Dalton, ou loi des pressions partielles, qui est une autre loi de Dalton. Voilà, et vous voyez qu'ici, si vous faites la somme, ici on a mis de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de l'eau et du CO2. Tout ça, c'est l'air. C'est de l'air. Hein. C'est un mélange de gaz qui fait l'air. Alors, si vous regardez 20,9 kilopascal, 20,9 plus 78,1 plus 0,97 plus 1,28 plus 0,05, ça fait les 101,3 kilopascal de l'air. Voilà, de l'air. L'air est composé d'oxygène, d'azote, d'argon, voilà, d'eau et de CO2. Maintenant, j'aurais pu calculer en PSI. Hein. 3,03 plus 11,32 plus 0,14, voilà, plus 0,18 plus 0,007, ça fait 14,69 PSI, ce qui correspond à 101 300 pascal. Ça, c'est la loi des pressions partielles. Voilà, est une loi de thermodynamique énonçant que la pression au sein d'un mélange de gaz parfait est égale à la somme des pressions partielles et de ses constituants. Enfin, de la pression partielle de ses constituants. Elle est nommée en l'honneur de John Dalton, qui en a fait la découverte empirique en 1801, voilà, expérimentalement, hein, il l'a trouvé expérimentalement. La loi de Dalton est le pendant pour la pression de la loi voilà, d'Amagat concernant les volumes. Elle n'est valable que pour les gaz parfaits et n'est applicable approximativement aux gaz réels qu'aux basses pressions. Bon, si vous voulez l'appliquer au gaz réel, cette loi-là, elle est valable qu'aux faibles pressions. Voilà. Ce qui correspond à un gaz parfait. Voilà. Un gaz à faible pression, on avoisine les conditions des gaz parfaits. Alors, le physicien britannique John Dalton découvrit cette loi en 1801 et l'a publiée en 1802 dans les mémoires de Manchester Literary and Philosophical Society. La loi de Dalton énonce que la pression au sein d'un mélange de gaz parfait est égale à la somme des pressions partielles de ses constituants.
Hein. Attention que c'est, voilà, mélange de gaz parfait, hein. Attention à ça. Avec PI, qui est la pression partielle des gaz, somme des PI égale la pression totale, c'est-à-dire la pression qu'aurait ce gaz s'il occupait seul tout le volume, à la même température que le mélange, P, est appelé pression partielle. Voilà, donc on a des pressions partielles, voilà, on PI, c'est les pressions partielles du gaz constituant I, c'est-à-dire la pression qu'aurait ce gaz que s'il occupait seul tout le volume, à la même température que, le mélange P, est appelé pression totale. P est appelée à pression totale pour la distinguer des pressions partielles. Voilà, ici, vous donne un exemple. Voilà. Alors, la portée de tout ça, je vais terminer la vidéo avec la portée. La portée de tout ça, c'est que la portée de ces observations, de ces trois lois-là, c'est donc on a des lois quantitatives, hein, qui sont les lois de Lavoisier, la loi de, des proportions définies de Joseph Louis Proust, les lois de John Dalton. Voilà, ce sont des lois quantitatives. Voilà. Qui aboutit bien sûr à des lois pondérales. Des lois quantitatives qui aboutissent à des lois pondérales. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a la portée, c'est que on va commencer à réfléchir à l'idée d'une discontinuité de la matière. Mais aussi, bien sûr, vous aurez compris la théorie atomique. Donc, il y a encore des études qui peuvent être faites par après, justement, pour voir que on a des atomes, des molécules, et donc dans ces atomes, ce qui s'y passe dans ces atomes. Voilà, avec les énergies qui sont voilà, de type saut d'énergie. Mais ça, c'est par après, c'est longtemps par après. Bon, ça, ce sont les lois quantitatives. Parce qu'on a une autre portée, ce sont les manifestations énergétiques. Manifestations énergétiques. Là, on a un rapport direct entre matière et énergie. Voilà. Et donc, une nouvelle branche va naître qui est, point de vue de la thermodynamique. On a la naissance de la thermodynamique. Thermodynamique, bien sûr, à différents points de vue. Thermodynamique va voilà, s'intégrer au niveau de thermodynamique chimique, mais aussi de la mécanique des fluides. Voilà. La thermodynamique, naissance de la thermodynamique, du fait voilà, de ces manifestations où il y a un rapport entre matière et énergie, et on sent qu'il y a de quoi élaborer des matières avec de nouvelles variables, etc. Parce que il y a, quand on manipule des gaz, il y a des pressions qui interviennent. Voilà. Quand on se rend compte qu'il y a des gaz parfaits, voilà, des conditions de gaz, il y a des gaz parfaits qui répondent à voilà, la terminologie de gaz parfait. euh, euh, Sous certaines conditions, hein, voilà, vont répondre à des gaz réels qui vont répondre à des conditions de gaz parfait dans certaines situations. On remarque qu'on a ça, des gaz, on n'a pas que des gaz réels, voilà, on peut avoir des conditions spécifiques de gaz. On a voilà, des solides liquides et des gaz, que les gaz et les liquides peuvent
voilà, s'étudier de manière spécifique. D'ailleurs, c'est le but de la mécanique des fluides, hein. Les gaz et liquides vont s'étudier dans la mécanique des fluides avec tout leur penchant d'énergie qui met en jeu euh, dans ce monde de transformation. Et donc, on aura la naissance de la thermodynamique euh, chimique, la thermodynamique physique, la thermodynamique des mécaniques de la mécanique des fluides. Et bien sûr, il y a un autre aspect qui va venir par après, c'est cette notion de vitesse, de cinétique, notamment les réactions. Ce sont des événements, hein, transformations chimiques. Les réactions sont des transformations chimiques, ce qui implique le temps, cette notion d'événement temporel. Et qui dit événement temporel, est-ce que les réactions se passent vite ou pas vite? Donc, il y a un point de vue cinétique qui va rentrer en jeu. C'est ce qui va ramener à la cinétique chimique. Donc, s'intéresser aux réactions chimiques, les vitesses des réactions chimiques, avec les concentrations, etc., etc. Voilà. Donc, la portée, c'est une portée des trois savants qui vont on va dire, faire en sorte que la science a d'autres voies à scruter. Et c'est d'autres savants qui vont les scruter, c'est justement ces voies portées par les trois savants qui sont Lavoisier, Proust et Dalton. Voilà, ces trois savants ont ouvert les yeux à d'autres savants pour ramener vers d'autres études, notamment la cinétique chimique, cinétique chimique, la thermodynamique on va dire sans restriction, hein, mais ici, dans mon cas ici, comme je fais de la chimie, c'est la thermodynamique chimique. Voilà, et bien sûr, les théories atomiques. C'est-à-dire qu'elle trouve la voie à de nouveaux domaines, voilà, de l'étude de la chimie et de l'étude, voilà, au sein euh, euh, au sein même de la matière. C'est-à-dire signifier, trouver une nouvelle signification euh, au sein de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Comment elle se compose? Quels sont les premiers modèles qu'on peut attribuer au- à ces éléments intrinsèques? Je pense à l'atome. Quels sont les modèles atomiques à élaborer pour pouvoir expliquer les états d'énergie, voilà, les liaisons chimiques, pour expliquer pas mal de choses. Et tout ça, c'est par après. C'est par après. Donc, déjà, euh, euh, au niveau matière, euh, euh, Lavoisier, Proust et Dalton ont contribué fortement à entrevoir, je veux dire, le futur. Le futur, pour, à partir de à leur époque, le futur était ouvert à pas mal de voilà, découvertes. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.